Afrique, terre de toutes les convoitises. Tel est le titre du dernier rapport de l'association Les Amis de la Terre qui dénonce l'ampleur et les conséquences de l'accaparement des terres par des sociétés tant nationales qu'internationales. Synergie paysanne est une organisation paysanne à vocation syndicale créée en 2002 par un groupe de jeunes agriculteurs béninois désireux de mettre les agriculteurs au centre des grands défis du monde rural. Son ambition est de fédérer toutes les autres organisations liées à des filières agricoles dans un même creuset afin de pouvoir défendre les intérêts des petits producteurs. En tant que syndicat, la synergie paysanne conduit des études en vue de savoir quels sont les problèmes inhérents au monde rural, au monde paysan. Ensuite, faire du plaidoyer en direction des autorités, des décideurs, en vue de prendre les mesures dont j'ai parlé tout à l'heure, favorables à l'agriculture. Et par conséquent, Synergie paysanne travaille dans le sens à mener les gouvernants à prendre des mesures, à édifier des politiques favorables au développement de l'agriculture familiale. Le Bénin, pays de l'Afrique de l'Ouest, couvre une superficie de 114 763 km². Il est 26 fois plus petit que le Nigeria et 4 fois plus grand que la Belgique. Avec une population de 8 800 000 environ, le Bénin dispose d'importants atouts pour le développement de son agriculture. 7 500 000 hectares de terres cultivables répartis en 8 zones agroécologiques avec 322 000 hectares de plaines inondables, 205 000 hectares de bas-fonds répartis sur 3 vallées, celles du Niger, du Mono et de l'Ouémé, sans compter le potentiel hydro-agricole des fleuves Koufo et Pendjari. Avec environ 600 000 exploitations et 6 millions d'actifs, le secteur agricole est caractérisé par la prédominance de petites exploitations de taille minimale, variant entre 0 hectare 5 dans le sud et 6 hectares dans le nord. Ce secteur constitue la principale source de création de richesses économiques du pays. Avec une production végétale qui tourne autour de 70% l'élevage, la pêche et l'aquaculture, respectivement pour 17% et 12%, il contribue pour environ 40% à la formation du produit intérieur brut. Au Bénin, comme dans la plupart des pays africains aujourd'hui, les terres agricoles passent progressivement et subtilement des mains des petits paysans à celles d'investisseurs aussi bien nationaux qu'internationaux. Selon des études réalisées par Synergie paysanne,
Plus de 425 000 hectares de terres agricoles de la commune de Djidja sont passés des petits paysans aux investisseurs nationaux et ou étrangers ces dernières années. Le même phénomène s'observe dans tous les départements du Bénin, mais il est plus remarquable à Djidja, Ouessé, Djougou et Tchaourou. Nous avons constaté que nos parents sont en train de brader nos terres à vil prix. Dans les zones les plus reculées, l'hectare est quelquefois vendu à 40, 50 000. Je dis bien l'hectare. Là où c'est un peu dépravable, c'est les zones les plus fertiles qui sont vendues, plusieurs hectares à plusieurs acquéreurs. Vous devez savoir que Tchaourou, c'est la plus vaste commune du Bénin. Et ça fait 7256 km². Nous avons toujours à faire face à un problème d'achat massif de nos terres. Et c'est vérifié. Il y a même des Arabes qui sont installés aussi avec plus de 500 hectares. Ils ne les mettent même pas en valeur, ils les laissent en jachère là. Tandis qu'il y a des cultivateurs qui cherchent du travail, la terre où cultiver. Au Bénin, la stratégie de recherche de terres par le gouvernement pour l'installation des jeunes dans l'agriculture a donné des idées à certains intermédiaires qui ont suscité le bradage des terres. Des paysans et élus témoignent. Un jeune prétextant que le domaine appartiendrait à ses grands-parents est venu saccager nos champs de culture et nous interdire l'accès à nos terres. C'est déplorable. Et c'est une seule personne qui prend de Sasson, tout le village là, c'est une seule personne qui a vendu plus de 5000 hectares. C'est les riches là qui ont la terre. C'est les députés même, c'est eux qui achètent cette terre. Les forestiers, c'est eux même qui coupent les bois. Le paysan n'a pas un droit dans ce pays. Dans notre région ici, la terre ne se vendait pas. Alors, pour nos populations, la terre était là pour nourrir les hommes. Ce qui fait que n'importe qui vient et qui sollicite la terre, on la lui montre et on dit, vous pouvez labourer la superficie que vous pouvez. Donc c'est de cette manière-là que la terre se gérait chez nous ici. D'information en information, le domaine a été vendu. Et le tout faisait 3 millions. Moi, je suis le chef traditionnel de ce village. Et jusqu'à peu contraire, je ne reconnais pas la vente de ce domaine. Parce que je n'ai jamais vu une preuve matérielle, une convention de vente ou une autre pièce qui témoigne du transfert du patrimoine du village dans le patrimoine d'un particulier. D'ailleurs, même, on ne m'a pas consulté avant de déclencher la procédure. Ils sont allés signer les papiers, je ne sais même pas, jusqu'à présent, aujourd'hui, moi je sais comment ils ont fait pour signer les papiers. Et je ne sais quelle sorte de papiers ils ont signé. Et mieux, quand les sous sont arrivés, on m'a demandé de me retirer dans ma chambre. Et finalement, on est allé me voir pour me prendre une somme de 50 000 francs. Vraiment, je déplore cette situation. Les anciennes habitudes que nous pensions qu'elles sont bonnes ne sont plus en vogue pour la simple raison que c'est l'individualisme qui s'installe de jour en jour. Donc, naturellement, ça a un impact négatif, n'est-ce pas, sur le tissu social. Dans la commune de Adjawéré, 8 collectivités ont été dépossédées de leurs terres à la faillite des fermes d'État dans la région. Je connais quelque chose de la ferme de Bawété. C'est une ferme qui a été créée par la Révolution. J'ai travaillé là pendant des années. J'ai été secrétaire de la ferme. Il y avait 300 et quelques personnes d'ouvriers ici, là. À la fin de compte, ils nous ont abandonnés. Nous nous sommes
engagé dans une autre structure, transformée en coopérative. Et c'est avec ça que nous avons pu bâtir un module de 3 classes à Gbawete. Nous sommes à la recherche d'un projet qui puisse nous aider à recommencer ce qui se faisait ici. C'est pour cela qu'on est parti voir le sous-préfet pour lui suggérer l'affaire, pour dire, mais dis donc, aidez-nous pour que nous puissions développer cette ferme-là avec Adjawere, pour que nous puissions être tous bien. À notre première assise, on nous dit, oh, oui, nous vous avions entendu. Nous avons un riche avec nous. Il va prendre la ferme en compte. Il nous a donné la promesse de payer 50 000 francs par hectare l'an. C'est commencé maintenant. Et puis, maintenant, nos jeunes sont partis le rencontrer pour dire comment la chose a été faite. Ils ont dit, ah non, attention, votre ferme a été vendue. Mais par qui? Il dit par l'administration. Ce que nous avons signé, c'est un projet que nous avons signé. Mais pourquoi cela? Ah, il a dit que lui a déjà reçu le titre foncier. Et malheureusement, ils trouvent des avocats et des magistrats qui les supportent. C'est de là que les villageois ont commencé à révolter pour dire que ça ne peut jamais aller comme ça. Ce que les populations de Gbawete veulent, c'est leur terre ou rien. Leur puissance aujourd'hui affaiblit ceux qu'ils ont expropriés. Mais ils laissent des problèmes pour leur progéniture. Nous sommes des princes ici. Quand ils sont venus, donc ils sont allés vers le roi et c'est nous qui avons alors rassemblé la population pour leur porter l'information, n'est-ce pas, comme quoi la coalition voudrait 500 hectares dans notre localité. D'après le contrat, c'est qu'eux, ils ne veulent pas qu'on leur vende le terrain, ils veulent qu'on le leur donne. Alors, tout ce qu'ils auraient fait comme plantation ou bien comme immeuble, après les 90 ans, sera laissé au village. Le bradage des terres est favorisé par la recherche de moyens financiers pour permettre à un ou plusieurs membres des familles dites pauvres de démarrer une activité économique ou encore de faire des études. D'autres aussi sont contraints de se retrouver dépossédés de leurs terres. Et pour cause. Ici à Djidja, nos parents ont vendu toutes nos terres et nous n'avons plus où labourer. C'est pourquoi nous faisons ces métiers. Le capital productif est ainsi bradé à 40 000 ou 50 000 francs CFA, soit moins de 100 € l'hectare. Plusieurs investisseurs sont impliqués. Il s'agit notamment des sociétés commerciales nationales ou étrangères venant du Koweït, de l'Italie, voire de la Chine qui, malheureusement, n'ont pas accepté recevoir l'équipe. Mais nous avons pu filmer l'installation des Koweïtiens à Bakou. Ces derniers occupent près de 500 hectares dans la zone. Par contre, sur le domaine du groupe Ajavon, dans la commune de Zogbodomain, quelques jeunes témoignent des avantages des investissements au profit de la communauté riveraine. Du côté des étrangers, les approches ne sont guère différentes, mais le bénéfice pour les communautés reste problématique.
C'est le cas de l'Agritech, un groupe financier burkinabé qui intervient dans la production des agrocarburants. Ce groupe, à la recherche de 25 000 hectares de terre au Bénin pour la production de jatropha, s'est trouvé confronté aux intérêts agricoles de certaines communautés de la commune de Ouessé. Dans la perspective de devenir les pétroliers de demain, des initiatives de grande ampleur ont été débutées à Touy, dans la commune de Ouessé. Il y a de cela à peine 3 ans, rencontré le balai de notre village pour demander une occupation de terre pour la production de jatropha. Nous nous sommes réunis et avons refusé le projet. Mais néanmoins, entre-temps, ils avaient occupé 1,5 hectare pour faire une expérimentation. Et je pense que jusque-là, le jatropha est là. Mais depuis environ 2 ans, ces bailleurs de fonds ne les retrouvent plus au niveau de Touy. Une question demeure toutefois. Ont-ils réussi à trouver d'espace ailleurs, dans d'autres communes? Parmi les acquéreurs de terres non négligeables figurent des organisations non gouvernementales, des confessions religieuses, de même que les cadres et autorités politiques. Sur le Tandi de Dija, à part les 49, il y a une autre ferme de 107 hectares. On entend les gens acheter beaucoup de terre. Parfois, c'est pour exploiter les arbres qu'il y a là-dessus. Il y a quelques années, un Canadien est venu acheter 3000 hectares à Ouessé. Et ils ne mettent pas ça en valeur. Les producteurs qui ont besoin de cette terre n'ont pas le droit d'aller cultiver dedans, ce qui diminue la production. Même dans un grand pays comme la France, on défend l'agriculture familiale. L'agriculture familiale béninoise doit être modernisée. Et à côté de cette agriculture familiale qui occupe la plupart des Béninois, l'agribusiness aussi a son chemin à faire pour nous permettre de tirer vers le haut la production agricole béninoise et de nous présenter de façon concurrentielle sur le marché régional. En quoi est-ce que les expériences passées et récentes pourraient nous éclairer sur ces 2 hypothèses en présence? Les grandes fermes peuvent faire le bonheur de nos localités et des individus. Ça, c'est la première hypothèse. Les grandes fermes risquent de tuer et nos gens et notre localité. Le processus d'achat massif qui se trouve accéléré d'une certaine manière, de manière malheureuse, par le souci de la sécurisation foncière, ce processus-là, dans l'immédiat, est un processus néfaste. Même si on souhaite l'arrivée des multinationales, on doit, disons, par rapport à la propriété foncière, on doit privilégier que cette propriété reste du côté des autochtones. Il n'est pas rare de voir des personnes insoupçonnées disposer aujourd'hui entre 500 et 1000 hectares sous séine privée. D'autres bénéficient de titres fonciers légalement délivrés par les services compétents. Certains acquéreurs n'étant pas encore prêts à valoriser leurs terres refusent l'accès des communautés pour leurs besoins les plus élémentaires. Les grandes transactions foncières dans les contrées béninoises ne se font pas suivant les règles de l'art, malgré l'existence de lois réglementant le foncier rural au Bénin. Donc, tous ceux qui achètent des terres agricoles aujourd'hui sont tenus de les mettre en valeur. C'est ce que la loi dit. Nous avons entendu sur des chaînes de télévision internationales que Dija a déjà vendu presque la moitié de la superficie de sa terre cultivable. Vous voyez que c'est très grave. Nos parents ignorants ne comprennent pas ce que cela signifie. Le conseil a alors dit qu'il faut commencer par sévir. C'est ainsi que nous avons sorti une procédure et même cela a été suivi d'un arrêté. Vous venez pour acheter,
vous payez donc les 4% de cette année et 3 arriérés. Ça fait déjà un verrou. L'actuel conseil communal de Zapota a tenté de prendre des dispositions, des tests pour réprimer, pour refuser la vente. Les réformes foncières actuelles favorisent-elles ce phénomène? Le programme du Bénin pour le MCA contribue activement à la sécurisation du foncier au Bénin. Les diagnostics ont montré que les droits de propriété foncière, que ce soit en milieu rural ou en milieu urbain, aujourd'hui ne sont pas clarifiés. Et ceci entraîne une malgouvernance à travers même l'administration. Et ça, il faut attaquer celui-là. Insécurité foncière veut dire qu'aujourd'hui tu es prêt, en tant que citoyen national, petit exploitant, même qui a ce que nous appelons les droits délégués. Ça fait que tu n'as pas la sécurité de faire ton investissement. À tout moment, on peut te demander d'arrêter ton investissement, quitte, libère les planchers. Alors, on va se développer quand? L'agriculture de subsistance est nécessaire, mais elle n'est pas suffisante pour la croissance. Et voilà en fait l'objectif que nous visons en attaquant l'un des volets qui n'est pas le seul qui constitue le goulot, mais l'insécurité foncière qui est un fondement important. Dans un pays comme le Bénin, la question foncière est une question extrêmement sensible. On n'a pas une politique rigoureuse, disons, d'aménagement du territoire. Il faut une réforme foncière qui ne se limite pas seulement à, disons, à l'introduction de l'écrit dans le droit coutumier. En termes d'impact futur possible, vous savez, lorsque on introduit l'écrit, les parties en présence dans les transactions foncières se sentent plus en sécurité. Mais que pensent les voix les plus autorisées sur la réforme foncière? La question de la sécurité foncière est devenue à un moment donné une question à laquelle il faut nécessairement trouver une réponse adéquate pour aller de l'avant. D'où il a été initié la réalisation de cet outil que la loi 2007-03 du 16 octobre 2007 a consacré comme l'outil de sécurisation foncière par excellence au Bénin. Donc c'est tout un dispositif qui responsabilise les acteurs du niveau village jusqu'au niveau de la commune. C'est le premier élément. Le second élément, la loi dispose que les terres rurales sont des terres agricoles. Tous ceux qui achètent des terres agricoles aujourd'hui sont tenus de les mettre en valeur. C'est ce que la loi dit. Donc si vous venez par exemple de la ville et au village et on vous exhibe un certificat foncier qui est la preuve que celui qui vous l'a exhibé est détenteur de droits sur une parcelle donnée, bon, ça vous sécurise et vous êtes excité à vous engager à acquérir. Donc dans le futur on peut dire oui. Bon, mais actuellement on peut dire que ce n'est pas le PFR qui est à la base de ce que vous constatez. Vous savez, dans nos pays africains en général et dans notre pays en particulier, les réformes se font souvent dans les bureaux. Et je crois qu'on ne peut pas faire des réformes pour des gens qui sont sur le terrain dans les bureaux. Pour faire les réformes, il faut se rendre sur le terrain, prendre contact avec les concernés, dans le cas d'espèces, les paysans, connaître leurs attentes, leurs difficultés et autres. Beaucoup de paysans sont dans une situation de pauvreté et ce qui est plus facile pour eux, en général, soit c'est de vendre la terre, ou soit c'est de couper le bois qu'il y a sur la terre et vendre comme bois énergie ou charbon pour se faire de l'argent. Ça veut dire que pour régler durablement le problème, il faut promouvoir beaucoup de filières qui sont porteuses et à partir du moment où, donc en dehors du coton, vous constatez qu'aujourd'hui il y a de l'engouement autour de l'ananas, de l'engouement autour de l'anacarde, du riz,
Bon, quand on va démultiplier des filières porteuses pour les producteurs, ils n'auront pas intérêt à brader leurs terres, puisqu'il faut produire sur un support, non? L'insécurité alimentaire, la perte de souveraineté sur les terres, l'exode rural sont quelques-uns des impacts négatifs attendus à moyen terme de cette course effrénée vers le bonheur. Le phénomène qui sévit actuellement et qui a trait à l'accaparement des terres risque effectivement d'amener ces mots-là. L'insécurité alimentaire, pourquoi? Parce que les petits producteurs seront chassés de leurs terres. Et s'ils sont chassés de leurs terres, qui est-ce qui va produire à leur place? C'est les multinationales. Et les multinationales vont produire pour qui? Pas nécessairement pour les Africains, mais pour leur peuple ou pour leurs intérêts. Cela va entraîner l'insécurité alimentaire. Alors si les petits paysans n'ont plus de boulot dans leur village, ils sont obligés d'aller chercher du travail dans les villes. Autrement, il faut que ces réformes-là tiennent compte des réalités socio-culturelles, des réalités socio-économiques, des bénéficiaires de ces réformes-là, afin que tout le monde prenne conscience du danger que constitue l'accaparement des terres et que l'on se dise qu'il y a un risque d'un deuxième esclavage du peuple africain si nous ne préservons pas nos terres de la gourmandise des multinationales qui risquent de prendre nos ventres en otage pour nous forcer à manger ce que nous ne voulons pas et à produire ce que nous ne mangeons pas. En Afrique, plus de 5 millions d'hectares sont déjà achetés par des entreprises occidentales, notamment européennes, asiatiques ou par des gouvernements. Ceci pour produire des céréales, mais surtout des agrocarburants, afin de répondre à la directive européenne d'introduire 10% d'agrocarburants dans le carburant conventionnel. Afrique, terre de toutes les convoitises. Tel est le titre du dernier rapport de l'association Les Amis de la Terre
qui dénonce l'ampleur et les conséquences de l'accaparement des terres par des sociétés tant nationales qu'internationales. Synergie paysanne est une organisation paysanne à vocation syndicale créée en 2002 par un groupe de jeunes agriculteurs béninois désireux de mettre les agriculteurs au centre des grands défis du monde rural. Son ambition est de fédérer toutes les autres organisations liées à des filières agricoles dans un même creuset afin de pouvoir défendre les intérêts des petits producteurs. En tant que syndicat, la synergie paysanne conduit des études en vue de savoir quels sont les problèmes inhérents au monde rural, au monde paysan. Ensuite, fait du plaidoyer en direction des autorités, des décideurs, en vue de prendre les mesures dont j'ai parlé tout à l'heure, favorables à l'agriculture. Et par conséquent, Synergie paysanne travaille dans le sens à mener les gouvernants à prendre des mesures, à édifier des politiques favorables au développement de l'agriculture familiale. Le Bénin, pays de l'Afrique de l'Ouest, couvre une superficie de 114 763 km². Il est 26 fois plus petit que le Nigeria et 4 fois plus grand que la Belgique. Avec une population de 8 800 000 environ, le Bénin dispose d'importants atouts pour le développement de son agriculture. 7 500 000 hectares de terres cultivables répartis en 8 zones agroécologiques avec 322 000 hectares de plaines inondables, 205 000 hectares de bas-fonds répartis sur 3 vallées, celles du Niger, du Mono et de l'Ouémé, sans compter le potentiel hydro-agricole des fleuves Koufo et Pendjari. Avec environ 600 000 exploitations et 6 millions d'actifs, le secteur agricole est caractérisé par la prédominance de petites exploitations de taille minimale variant entre 0,5 hectare dans le sud et 6 hectares dans le nord. Ce secteur constitue la principale source de création de richesses économiques du pays. Avec une production végétale qui tourne autour de 70% l'élevage, la pêche et l'aquaculture, respectivement pour 17% et 12%, il contribue pour environ 40% à la formation du produit intérieur brut. Au Bénin, comme dans la plupart des pays africains aujourd'hui, les terres agricoles passent progressivement et subtilement des mains des petits paysans à celles d'investisseurs aussi bien nationaux qu'internationaux. Selon des études réalisées par Synergie paysanne, plus de 425 000 hectares de terres agricoles de la commune de Djidja sont passés des petits paysans aux investisseurs nationaux et ou étrangers ces dernières années. Le même phénomène s'observe dans tous les départements du Bénin, mais il est plus remarquable à Djidja, Ouessé, Djougou et Tchaourou. Nous avons constaté que nos parents sont en train de brader nos terres à vil prix. Dans les zones les plus reculées, l'hectare est quelquefois vendu à 40, 50 000. Je dis bien l'hectare. Là où c'est un peu déplorable, c'est les zones les plus fertiles qui sont vendues, plusieurs hectares à plusieurs acquéreurs. Vous devez savoir que Tchaourou, c'est la plus vaste commune du Bénin. Et ça fait 7 256 km². Nous avons toujours à faire face à un problème d'achat massif de nos terres. Et c'est vérifié. Il y a même
des Arabes qui sont installés aussi avec plus de 500 hectares. Ils ne les mettent même pas en valeur, ils les laissent en jachère là, tandis qu'il y a des cultivateurs qui cherchent du travail, la terre où cultiver. Au Bénin, la stratégie de recherche de terre par le gouvernement pour l'installation des jeunes dans l'agriculture a donné des idées à certains intermédiaires qui ont suscité le bradage des terres. Des paysans et élus témoignent. Un jeune prétextant que le domaine appartiendrait à ses grands-parents est venu saccager nos champs de culture et nous interdit l'accès à nos terres. C'est déplorable. Et c'est une seule personne qui prend de façon tout le village là. C'est une seule personne qui a vendu plus de 5000 hectares. C'est les riches là qui ont la terre. C'est les députés même. C'est eux qui achètent cette terre. Les forestiers, c'est eux même qui coupent les bois. Le paysan n'a pas un droit dans ce pays. Dans notre région ici, la terre ne se vendait pas. Alors, pour nos populations, la terre était là pour nourrir les hommes. Ce qui fait que n'importe qui vient et qui sollicite la terre, on la lui montre et on dit, vous pouvez labourer la superficie que vous pouvez. Donc c'est de cette manière-là que la terre se gérait chez nous ici. D'information en information, le domaine a été vendu. Et le tout faisait 3 millions. Moi, je suis le chef traditionnel de ce village. Et jusqu'à peu contraire, je ne reconnais pas la vente de ce domaine. Parce que je n'ai jamais vu une preuve matérielle, une convention de vente ou une autre pièce qui témoigne du transfert du patrimoine du village dans le patrimoine d'un particulier. D'ailleurs, même, on ne m'a pas consulté avant de déclencher la procédure. Ils sont allés signer les papiers, je ne sais même pas, jusqu'à présent, aujourd'hui, moi je sais comment ils ont fait pour signer les papiers. Et je ne sais quelle sorte de papiers ils ont signé. Et mieux, quand les sous sont arrivés, on m'a demandé de me retirer dans ma chambre. Et finalement, on est allé me voir pour me prendre une somme de 50 000 francs. Vraiment, je déplore cette situation. Les anciennes habitudes que nous pensions qu'elles sont bonnes ne sont plus en vogue pour la simple raison que c'est l'individualisme qui s'installe de jour en jour. Donc, naturellement, ça a un impact négatif, n'est-ce pas, sur le tissu social. Dans la commune de Adjawere, 8 collectivités ont été dépossédées de leurs terres à la faillite des fermes d'État dans la région. Je connais quelque chose de la ferme de Gbawete. C'est une ferme qui a été créée par la Révolution. J'ai travaillé là pendant des années. J'ai été secrétaire de la ferme. Il y avait 300 et quelques personnes d'ouvriers ici, là. À la fin de compte, ils nous ont abandonnés. Nous nous sommes engagés dans une autre structure transformée en coopérative. Et c'est avec ça que nous avons pu bâtir un module de 3 classes à Gbawete. Nous sommes à la recherche d'un projet qui puisse nous aider à recommencer ce qui se faisait ici. C'est pour cela qu'on est parti voir le sous-préfet pour lui suggérer l'affaire, pour dire, mais dis donc, aidez-nous pour que nous puissions développer cette ferme-là avec Adjawere, pour que nous puissions être tous bien. À notre première assise, on nous dit, oh, oui, nous vous avions entendu. Nous avons un riche avec nous. Il va prendre la ferme en compte. Il nous a donné la promesse de payer 50 000 francs par hectare l'an. C'est commencé maintenant. Et puis, maintenant, nos jeunes sont partis le rencontrer pour dire comment la chose a été faite. Ils ont dit, ah non, attention, votre ferme a été vendue. Mais par qui? Il dit par l'administration. Ce que nous avons signé, c'est un projet que nous avons signé. Mais pourquoi cela? Ah, il a dit que lui a déjà reçu le titre foncier.
Et malheureusement, ils trouvent des avocats et des magistrats qui les supportent. C'est de là que les villageois ont commencé à révolter pour dire que ça ne peut jamais aller comme ça. Ce que les populations de Baoité veulent, c'est leur terre ou rien. Leur puissance aujourd'hui affaiblit ceux qu'ils ont expropriés. Ils laissent des problèmes pour leur progéniture. Nous sommes des princes ici. Quand ils sont venus, donc ils sont allés vers le roi et c'est nous qui avons alors rassemblé la population pour leur porter l'information, n'est-ce pas, comme quoi la coalition voudrait 500 hectares dans notre localité. D'après le contrat, c'est qu'eux, ils ne veulent pas qu'on leur vende le terrain, ils veulent qu'on le leur donne. Alors, tout ce qu'ils auraient fait comme plantation ou bien comme immeuble, après les 90 ans, sera laissé au village. Le bradage des terres est favorisé par la recherche de moyens financiers pour permettre à un ou plusieurs membres des familles dites pauvres de démarrer une activité économique ou encore de faire des études. D'autres aussi sont contraints de se retrouver dépossédés de leurs terres. Et pour cause. Ici à Djidja, nos parents ont vendu toutes nos terres et nous n'avons plus où labourer, c'est pourquoi nous faisons ces métiers. Le capital productif est ainsi bradé à 40 000 ou 50 000 francs CFA, soit moins de 100 € l'hectare. Plusieurs investisseurs sont impliqués. Il s'agit notamment des sociétés commerciales nationales ou étrangères venant du Koweït, de l'Italie, voire de la Chine qui, malheureusement, n'ont pas accepté recevoir l'équipe. Mais nous avons pu filmer l'installation des Koweïtiens à Bakou. Ces derniers occupent près de 500 hectares dans la zone. Par contre, sur le domaine du groupe Ajavon, dans la commune de Zogbodomain, quelques jeunes témoignent des avantages des investissements au profit de la communauté riveraine. Du côté des étrangers, les approches ne sont guère différentes, mais le bénéfice pour les communautés reste problématique. C'est le cas de l'Agritech, un groupe financier burkinabé qui intervient dans la production des agrocarburants. Ce groupe, à la recherche de 25 000 hectares de terres au Bénin pour la production de jatropha, s'est trouvé confronté aux intérêts agricoles de certaines communautés de la commune de Ouessé. Dans la perspective de devenir les pétroliers de demain, des initiatives de grande ampleur ont été débutées à Touy, dans la commune de Ouessé. Et il y a de cela à peine 3 ans, rencontré le balai de notre village pour demander une occupation de terre pour la production de jatropha. Nous nous sommes réunis et avons refusé le projet. Mais néanmoins, entre-temps, ils avaient occupé 1,5 hectare pour faire une expérimentation. Et je pense que jusque-là, le jatropha est là. Mais depuis environ 2 ans, ces bailleurs de fonds ne les retrouvent plus au niveau de Touy. Une question demeure toutefois.
Ont-ils réussi à trouver d'espace ailleurs, dans d'autres communes? Parmi les acquéreurs de terres non négligeables figurent des organisations non gouvernementales, des confessions religieuses, de même que les cadres et autorités politiques. Sur le Tandi de Dija, bon, à part les 49, il y a une autre ferme de 107 hectares. On entend les gens acheter beaucoup de terres. Parfois, c'est pour exploiter les arbres qu'il y a là-dessus. Il y a quelques années, bon, un Canadien est venu acheter 3000 hectares à Ouessé. Et ils ne mettent pas ça en valeur. Les producteurs qui ont besoin de cette terre n'ont pas le droit d'aller cultiver dedans, ce qui diminue la production. Même dans un grand pays comme la France, on défend l'agriculture familiale. L'agriculture familiale béninoise doit être modernisée. Et à côté de cette agriculture familiale qui occupe la plupart des Béninois, l'agribusiness aussi a son chemin à faire pour nous permettre de tirer vers le haut la production agricole béninoise et de nous présenter de façon concurrentielle sur le marché régional. En quoi est-ce que les expériences passées et récentes pourraient nous éclairer sur ces deux hypothèses en présence? Les grandes fermes peuvent faire le bonheur de nos localités et des individus. Ça, c'est la première hypothèse. Les grandes fermes risquent de tuer et nos gens et notre localité. Le processus d'achat massif qui se trouve accéléré d'une certaine manière, de manière malheureuse, par le souci de la sécurisation foncière, ce processus-là, dans l'immédiat, est un processus néfaste. Même si on souhaite l'arrivée des multinationales, on doit, disons, par rapport à la propriété foncière, on doit privilégier que cette propriété reste du côté des autochtones. Il n'est pas rare de voir des personnes insoupçonnées disposer aujourd'hui entre 500 et 1000 hectares sous séine privée. D'autres bénéficient de titres fonciers légalement délivrés par les services compétents. Certains acquéreurs n'étant pas encore prêts à valoriser leurs terres refusent l'accès des communautés pour leurs besoins les plus élémentaires. Les grandes transactions foncières dans les contrées béninoises ne se font pas suivant les règles de l'art, malgré l'existence de lois réglementant le foncier rural au Bénin. Donc, tous ceux qui achètent des terres agricoles aujourd'hui sont tenus de les mettre en valeur. C'est ce que la loi dit. Nous avons entendu sur des chaînes de télévision internationales que Didier a déjà vendu presque la moitié de la superficie de sa terre cultivable. Vous voyez que c'est très grave. Nos parents ignorants ne comprennent pas ce que cela signifie. Le conseil a alors dit qu'il faut commencer par sévir. C'est ainsi que nous avons sorti une procédure et même cela a été suivi d'un arrêté. Vous venez pour acheter, vous payez donc les 4% de cette année et 3 arriérés. Ça fait déjà un verrou. L'actuel conseil communal de Zapota a tenté de prendre des dispositions, des tests pour réprimer, pour refuser la vente. Les réformes foncières actuelles favorisent-elles ce phénomène? Le programme du Bénin pour le MCA contribue activement à la sécurisation du foncier au Bénin. Les diagnostics ont montré que les droits de propriété foncière, que ce soit en milieu rural ou en milieu urbain, aujourd'hui ne sont pas clarifiés. Et ceci entraîne une malgouvernance à travers même l'administration. Et ça, il faut attaquer celui-là. Insécurité foncière veut dire qu'aujourd'hui tu es prêt en tant que citoyen national, petit exploitant, même qui a ce que nous appelons les droits délégués. Ça fait que
tu n'as pas la sécurité de faire ton investissement, à tout moment on peut te demander arrêter ton investissement, quitte, libère les planchers. Alors on va se développer quand? L'agriculture de subsistance est nécessaire, mais elle n'est pas suffisante pour la croissance. Et voilà en fait l'objectif que nous visons en attaquant l'un des volets qui n'est pas le seul qui constitue le goulot, mais l'insécurité foncière qui est un fondement important. Dans un pays comme le Bénin, la question foncière est une question extrêmement sensible. On n'a pas une politique rigoureuse, disons, d'aménagement du territoire. Il faut une réforme foncière qui ne se limite pas seulement à, disons, à l'introduction de l'écrit dans le droit coutumier. En termes d'impact futur possible, vous savez, lorsque on introduit l'écrit, les parties en présence dans les transactions foncières se sentent plus en sécurité. Mais que pensent les voix les plus autorisées sur la réforme foncière? La question de la sécurité foncière est devenue à un moment donné une question à laquelle il faut nécessairement trouver une réponse adéquate pour aller de l'avant. D'où il a été initié la réalisation de cet outil que la loi 2007-03 du 16 octobre 2007 a consacré comme l'outil de sécurisation foncière par excellence au Bénin. Donc c'est tout un dispositif qui responsabilise les acteurs du niveau village jusqu'au niveau de la commune. C'est le premier élément. Le second élément, la loi dispose que les terres rurales sont des terres agricoles. Tous ceux qui achètent des terres agricoles aujourd'hui sont tenus de les mettre en valeur. C'est ce que la loi dit. Donc si vous venez par exemple de la ville et au village et on vous exhibe un certificat foncier qui est la preuve que celui qui vous l'a exhibé est détenteur de droits sur une parcelle donnée, bon, ça vous sécurise et vous êtes excité à vous engager à acquérir. Donc dans le futur on peut dire oui. Bon, mais actuellement on peut dire que ce n'est pas le PFR qui est à la base de ce que vous constatez. Vous savez, dans nos pays africains en général et dans notre pays en particulier, les réformes se font souvent dans les bureaux. Et je crois qu'on ne peut pas faire des réformes pour des gens qui sont sur le terrain dans les bureaux. Pour faire les réformes, il faut se rendre sur le terrain, prendre contact avec les concernés, dans le cas d'espèces, les paysans, connaître leurs attentes, leurs difficultés et autres. Beaucoup de paysans sont dans une situation de pauvreté et ce qui est plus facile pour eux, en général, soit c'est de vendre la terre, ou soit c'est de couper le bois qu'il y a sur la terre et vendre comme bois énergie ou charbon pour se faire de l'argent. Ça veut dire que pour régler durablement le problème, il faut promouvoir beaucoup de filières qui sont porteuses. Et à partir du moment où, donc en dehors du coton, vous constatez qu'aujourd'hui il y a de l'engouement autour de l'ananas, de l'engouement autour de l'anacarde, du riz. Bon, quand on va démultiplier des filières porteuses pour les producteurs, ils n'auront pas intérêt à brader leurs terres, puisqu'il faut produire sur un support, non? L'insécurité alimentaire, la perte de souveraineté sur les terres, l'exode rural sont quelques-uns des impacts négatifs attendus à moyen terme de cette course effrénée vers le bonheur. Le phénomène qui sévit actuellement et qui a trait à l'accaparement des terres risque effectivement d'amener ces mots-là. L'insécurité alimentaire, pourquoi? Parce que les petits producteurs seront chassés de leurs terres. Et s'ils sont chassés de leurs terres, qui est-ce qui va produire à leur place? C'est les multinationales. Et les multinationales vont produire pour qui? Pas nécessairement pour les Africains, mais pour leur peuple ou pour leurs intérêts. Cela va entraîner l'insécurité alimentaire. Alors si les petits paysans n'ont plus de boulot dans leur village,
Ils sont obligés d'aller chercher du travail dans les villes. Autrement, il faut que ces réformes-là tiennent compte des réalités socio-culturelles, des réalités socio-économiques des bénéficiaires de ces réformes-là, afin que tout le monde prenne conscience du danger que constitue l'accaparement des terres et que l'on se dise qu'il y a un risque d'un deuxième esclavage du peuple africain si nous ne préservons pas nos terres de la gourmandise des multinationales qui risquent de prendre nos ventres en otage pour nous forcer à manger ce que nous ne voulons pas et à produire ce que nous ne mangeons pas. En Afrique, plus de 5 millions d'hectares sont déjà achetés par des entreprises occidentales, notamment européennes, asiatiques ou par des gouvernements. Ceci pour produire des céréales, mais surtout des agrocarburants, afin de répondre à la directive européenne d'introduire 10% d'agrocarburants dans le carburant conventionnel. But